Afin de soutenir les producteurs locaux, l'État togolais, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, suspend temporairement les importations de viande de volaille surgelée. Mais au-delà de cette suspension, la consommation de ces volailles congelées importées fait l'objet de graves critiques. En effet, à part l'aspect économique, la consommation de ces viandes constitue un problème de santé publique qu'il faut signaler. Généralement, ces volailles congelées sont des poules pondeuses ayant fini leur cycle de production et dont la viande est bourrée de toutes sortes de résidus, de médicaments et d'hormones ainsi que de substances chimiques. Aussi, selon les spécialistes, dans le transport de ces volailles dans des conteneurs, il est bien prouvé que la chaîne de froid est rompue. C'est dans un état décongelé que les vendeurs les recongèlent, alors que tout produit décongelé ne devrait plus être recongelé. Ainsi, ces viandes intoxiquent le corps après consommation et engendrent des dysfonctionnements et des maladies non transmissibles à l'instar des cancers, de l'hypertension et surtout des affections de foie et des reins. Face à ces dangers, il est donc important que le Togo promeut et finance des initiatives locales de production naturelle de la volaille pour satisfaire la consommation des populations. Depuis 2012, la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel a entraîné le déplacement forcé de plus de 4 millions de personnes vers le sud en direction des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces dernières années, ces mouvements se sont accrus en raison de la complexité du contexte sécuritaire dans certains pays de la sous-région. Selon les statistiques des organismes de défense et de protection des réfugiés, plus de 70 000 Burkinabés ont migré vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les pays refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la sécurité nationale. Pour ces pays, la préoccupation n'est pas de recevoir des réfugiés, mais comment les recevoir et en même temps, comment préserver l'impératif de la sécurité nationale. La préoccupation a été au centre d'une rencontre des experts en sécurité et protection sociale. Il s'était agi d'identifier les défis concrets auxquels sont confrontés les États en matière d'asile dans le contexte sécuritaire actuel. En 2023, le Haut Commissariat aux réfugiés et le programme d'urgence dans les savanes ont enregistré ensemble plus de 23 000 réfugiés. Le Togo, avec un taux d'électrification actuel de 59%, selon les dernières statistiques, envisage de porter le taux d'électrification à 100% d'ici 2030. Pour réaliser cette ambition, au titre de l'année 2024, le gouvernement togolais a octroyé un budget de 57 milliards au secteur de l'énergie. Selon les statistiques du ministère chargé de l'énergie et des mines, l'année 2023 a été bouclée avec un taux de 66% d'accès à l'électricité contre 63% en 2022 et 59% en 2021. D'ici 2027, le taux d'accès à l'électricité sera de 78% si l'on considère que l'électrification augmente en moyenne de 3% chaque année. Ainsi, à l'horizon 2030, le Togo serait à une couverture de 87%. Cependant, c'est sans compter avec les difficultés actuelles de la maison de l'électricité. La compagnie a de la peine à fournir le service minimum. Des zones sont plongées dans l'obscurité 4 heures, de 8 heures, parfois de 23 heures. Selon la compagnie elle-même, ces anomalies sont dues aux travaux de maintenance sur les réseaux électriques depuis les pays fournisseurs comme le Ghana et le Nigeria. Mais, selon le ministère de l'Économie et des Finances, la compagnie croule selon les dettes et a de la peine à payer ses fournisseurs. Selon la compagnie d'énergie, tous les efforts sont actuellement tournés vers les pistes de solutions pour une fourniture normale. Ces difficultés d'approvisionnement poussent à demander si l'objectif 100% de couverture électrique est encore d'actualité. Pour accélérer l'électrification, des projets hors réseau ont été lancés pour combler le déficit du réseau électrique, mais son impact n'a pas encore connu une évolution notable. Le rapport sur le bonheur dans le monde est disponible depuis mercredi.
Et pour cette année, le rapport a pris en compte le bonheur selon la catégorie d'âge. De façon générale, les jeunes de moins de 30 ans sont moins heureux que leurs aînés. Et pour la 7e année consécutive, la Finlande trône à la tête du classement. En Afrique, les Libyens sont les plus heureux. Ils sont suivis de près par les Mauriciens. En Afrique de l'Ouest, les Togolais sont les moins heureux en 2024. Le pays est classé 124e sur le plan mondial, 21e sur le plan africain. Le Togo, dans le classement de la sous-région, occupe le 14e rang. La Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux en Afrique de l'Ouest. Elle est suivie par la Guinée et le Sénégal. Dans ce nouveau rapport, l'Afghanistan est le pays dont les habitants sont les plus malheureux au monde. En Afrique, c'est le Lesotho qui est le pays le moins heureux. L'indice de bonheur est un sondage qui évalue 143 pays pris dans diverses régions du monde. Les critères de l'évaluation sont le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité des habitants et la perception de la corruption. Par ailleurs, malgré le score général bas de certains pays, certains groupes d'âge sont plus heureux dans ces pays. Au Rwanda, il existe au moins 8 villages de réconciliation. Le village d'Mboyo est l'un d'entre eux. Lancé en 2005 dans le cadre des efforts de réconciliation, il constitue pour certains Rwandais un exemple de coexistence pacifique 30 ans après le génocide. Lorsque nous sommes arrivés ici, l'environnement était marqué par la suspicion. Il n'était pas facile de se faire confiance. Par exemple, il n'était pas facile pour moi d'aller chez Jeannette car je ne savais pas ce qu'elle pensait de moi. Mais avec le temps, plus nous vivions ensemble, plus cette harmonie et cette proximité sont apparues. Je me souviens qu'à un moment donné, Jeannette devait aller quelque part et elle m'a emmené son enfant pour que je le garde. Cela montrait qu'elle me faisait confiance et c'est ainsi que le voyage a commencé. Nous avons commencé à nous ouvrir l'une à l'autre et nous sommes devenus de plus en plus proches. Ces villages ont été créés pour permettre aux survivants du génocide de guérir dans des conditions où ils peuvent régulièrement parler aux auteurs de crimes. Près de 400 personnes vivent à Mboyo. En tressant leur panier, les femmes discutent et s'engagent davantage les unes avec les autres. Elles peuvent s'engager davantage, parler plus, entrer dans les détails. Nous pensons qu'en faisant cela, cela crée un lien, le pardon est plus profond, l'unité aussi. 2 des 3 membres du comité de résolution des conflits du village de réconciliation d'Mboyo sont des femmes. Elles aident à résoudre des conflits allant de disputes domestiques aux désaccords communautaires. Quand je les vois, je ne les vois pas comme des Hutus. J'ai fait le tour de la question. J'ai accepté mon destin dans le passé et j'ai ensuite suivi le processus de guérison et de réconciliation. En les regardant, je vois mes sœurs, je vois les miens. Le gouvernement a imposé un code pénal sévère pour poursuivre ceux qu'il soupçonne de nier le génocide ou de promouvoir son idéologie. Aujourd'hui, les cartes d'identité rwandaises n'identifient plus les personnes en fonction de leur appartenance ethnique. De nouvelles accusations pèsent sur l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, CBN, Godwin Emefiele. La Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, a déposé 26 chefs d'accusation à la haute cour de l'État de Lagos à Ikeja, l'un d'eux indiquant que M. Emefiele a arbitrairement alloué des devises étrangères pour un montant total de 2 milliards de dollars sans appel d'offres, ce qui est préjudiciable aux droits des Nigérians, et ce pendant qu'il était gouverneur de la CBN. Les infractions auraient été commises entre 2022 et 2023. Les nouvelles accusations ont été déposées le 3 avril par le procureur de l'EFCC. Le rapport a ajouté que M. Emefiele serait mis en accusation devant Raman Oshodi, un juge de la haute cour de Lagos Ikeja, le lundi 8 avril. Le gouverneur suspendu de la Banque centrale du Nigeria a comparu devant le tribunal mardi dans le centre économique de Lagos pour possession illégale d'une arme à feu et de balles réelles. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 10 juin, date à laquelle il a été arrêté avant sa suspension. Un haut commandant militaire iranien a renouvelé samedi la promesse de l'Iran de riposter après qu'une frappe aérienne, largement imputée à Israël, a détruit le consulat d'Iran en Syrie.
Le moment, le type et le plan de l'opération de vengeance seront décidés par nous de manière à faire regretter ce qu'Israël a fait. Cela sera fait sans aucun doute. Le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major interarmé de l'Iran, s'est exprimé au cours des funérailles du général Mohamed Reza Zadi, l'un des 2 généraux d'élite iraniens tués lors de l'attaque de lundi. L'assaut d'un complexe diplomatique iranien qui a causé la mort de 12 personnes est intervenu dans le contexte de la guerre de 6 mois entre Israël et le Hamas à Gaza. Elle a constitué une escalade significative dans ce qui est depuis longtemps une guerre de l'ombre entre les 2 ennemis. Israël s'est préparé à une réponse iranienne. Les tensions ravivent les craintes d'une aggravation du conflit régional. Le président de la Sierra Leone a déclaré une situation d'urgence nationale sur la toxicomanie. Julius Maada Bio a fait cette annonce suite aux appels de son gouvernement pour prendre des mesures contre la consommation croissante d'une drogue de synthèse bon marché. Ce poison appelé kush est selon le gouvernement un mélange de marijuana, de fentanyl et de tramadol qui crée une forte dépendance. Il a causé des centaines de décès et des troubles psychiatriques chez de nombreux consommateurs depuis son apparition en Sierra Leone il y a environ 4 ans. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre exact de décès. Dans un discours prononcé dans la nuit de jeudi à vendredi, le chef d'État a déploré ce qu'il a appelé les conséquences destructrices du kush sur les fondements même de notre pays, nos jeunes. Il a déclaré qu'un groupe de travail national sur la toxicomanie impliquant tous les secteurs de la société et supervisé par une équipe consultative présidentielle serait mis en place pour mettre en œuvre une stratégie en 5 étapes pour ce qu'il a appelé un avenir sans drogue.